Ce sont des produits phares de la gastronomie française. Brioche de Vendée, Port-Salut, rillettes du Mans ou encore fleurs de sel de Guérande. Autant de produits phares qui pourtant ne résument pas à eux seuls la gastronomie des Pays de la Loire. Une gastronomie variée, façonnée par la géographie des territoires. Poissons et crustacés le long du littoral, produits laitiers et volailles au cœur des terroirs. Une gastronomie également en pleine évolution, impactée par l'influence du véganisme, du locavorisme ou de la cuisine du monde venue d'Asie et d'ailleurs. Consommateurs, restaurateurs, nous avons rencontré les acteurs de cette gastronomie en pleine ébullition. C'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Asseyez-vous à la grande table des Pays de la Loire. Pour vous mettre en appétit en ce début d'émission, direction la rue et sa cuisine, la street food, une restauration rapide, bon marché, livrée ou servie sur place et qui fait la part belle aux recettes venues d'ailleurs, loin, très loin des fast-foods, le paradis des actifs pressés mais gourmets. La street food colle bien à notre époque de l'emporter et du prêt-à-manger, du rapide. S'il vous plaît. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous la bannière des cuisines du monde, elle renvoie nos envies de voyage à l'étranger, passé ou à venir. La tendance du moment, les bagels, pita, buns, mezze, boboon et autres falafels se sont fait leur place au milieu des piliers du fast-food, les hamburgers, kebabs et autres tacos. Qu'il pleuve, qu'il vente ou les deux à la fois, elle roule à travers la ville. 3 fois par semaine, Shio, la chef japonaise, part à l'heure du déjeuner livrer à vélo ses bento dans les bureaux à Nantes. Des boîtes repas cuisinées le matin même. Dedans, il y a de vermicelli, il y a beaucoup de légumes. J'ai assaisonné avec le sauce soja. Arrivée en France en 2015, elle a importé la cuisine traditionnelle de son pays. Je prépare de onigiri, c'est boule de riz. C'est très nourrissant et puis très bon. C'est facile à manger. Son idée, faire découvrir autre chose que les habituels sushis. Sauce yakiniku, c'est la base de soja, huile de seitan. Une palette de saveurs et de couleurs garantie. Shio fait partie de ceux qui ont rebondi professionnellement pendant le confinement. C'est en septembre 2020 qu'elle a démarré son activité. Pas de restaurant, juste cet atelier qu'elle loue auprès d'une association. Je suis toute seule, donc j'ai pas beaucoup de temps de communiquer, mettre de la publicité et tout, mais grâce à mes clients, ils parlent de moi, de Moshi Moshi, et bouche à oreille, voilà, les clients amènent notre client. Voilà, c'est fini. Actuellement, sa petite entreprise est capable de préparer et de livrer par jour l'équivalent de 30 bento à 12 € la boîte. Wow. J'aimerais bien d'avoir un petit resto si les gens commandent plus de bento. Voilà, je vais atterrir dans un resto, Moshi Moshi. Nous sommes à Nantes, pas loin du passage Pommeraye. Et là, je vous emmène à Ramenia, un restaurant de ramen. On vend essentiellement donc, des soupes japonaises qu'on fait maison. Il est en quelque sorte l'ambassadeur de la cuisine japonaise sur les bords de Loire. Déjà passé maître dans l'art de confectionner le sushi, Anthony Nguyen a aussi diffusé dans la ville un autre classique de la cuisine nippone, le ramen. De la cuisine de rue reproduite dans cette cantine qui fait le plein depuis son ouverture en 2017. Ambiance survoltée en cuisine, clients alignés sur des tabourets, l'établissement fonctionne midi et soir, 7 jours sur 7. Généralement, les gens chez nous restent 20-30 minutes, le temps de manger le bol. Et puis derrière, pour nous aussi, faire un bol de ramen, c'est assez rapide. Manger sur le pouce, c'est la définition de la street food, traduction de cuisine de rue, un plat complet pour pas trop cher. On arrive à se situer entre 9,50 € et 11,50 € le bol. Donc ça reste quand même assez abordable. Surtout concernant les produits qu'on utilise, des produits locaux, des produits qu'on transforme. Et pour se distinguer et faire la différence entre établissements, rien ne vaut les réseaux sociaux, où se répandent les visuels d'assiettes et les commentaires des clients. Hyper réactifs, les nouveaux restaurateurs ne s'interdisent rien
y compris de revisiter des standards comme le hot dog ou la frite. Nos frites fraîches, environ entre 200 et 300 kg par semaine. Donc c'est déjà du beau calibre. Voilà, on a des choses comme ça, hein, bien sûr. On peut changer de pomme de terre selon la saison, parce qu'il faut suivre la saisonnalité en fait. Il faut savoir qu'une pomme de terre elle peut être plus ou moins sucrée selon la saison, donc on peut être amené à changer si on veut garder du croustillant. Ici, la patate débitée est cultivée en Loire-Atlantique. Origine France également pour sa partenaire. On a des saucisses spéciales qui sont faites spécialement par un charcutier sur mesure. On a une saucisse au muscadet et on a une chipouillette qui est une chipolata à l'andouillette. Donc comme ça on peut varier un peu les plaisirs. Les gens ils peuvent avoir 4 choix de saucisses dans leur hot dog. Et voilà comment le hot dog a débarqué sur les tables de Nantes. Pas le sandwich saucisse avalé à la mi-temps d'un match de foot, plutôt la fameuse currywurst, comme à Berlin, avec sa sauce maison. Le produit phare se décline en plusieurs recettes, sur place ou à emporter. Et c'est magnifique. Oui, et la sauce avec la frite est bien aussi. J'aime bien aussi le côté, les petits plats en alu là pour manger, pas l'assiette et tout. Il y a un côté un peu plus sympa, convivial je trouve ici. Ouais. Comme je suis au télétravail, en fait, c'est pratique de venir ici, ça fait un peu ma cantine, c'est assez rapide en service et puis c'est très bon. Le petit curry. Rien que sur le temps de ce déjeuner en semaine, les 70 hot dogs préparés ont tous été vendus. À Nantes, l'enseigne Pause a démarré la vente il y a 5 ans sous la forme d'une cantine mobile avec un triporteur. Aux États-Unis ou en Allemagne, c'est dans la rue que ça se passe. Les car dogs. Pour moi, la street food, c'est quoi? C'est bien, c'est bon, c'est un peu gras, c'est réconfortant, c'est rapide, c'est pas cher. C'est ça la street food. Le succès aidant, l'équipe s'est trouvé un lieu sur l'île de Nantes. Les clients, un mélange d'étudiants, d'artistes, de professions libérales et du numérique. Changement significatif, le hot dog partage désormais l'ardoise avec des plats traditionnels à consommer assis pour 12,50 €. Au fourneau, le jeune chef, passé par des restaurants étoilés, a concocté un poisson roulé au chorizo avec épinards tombés et risotto snacké. Faire de la street food, c'est bien, c'est super, on adore ça. Mais on adore aussi faire à manger dans des petites assiettes, bien présentées, bien travaillées, ainsi de suite. Le soir, le resto se transforme en bar avec musique et tapas maison jusqu'à 2 h du matin. La street food issue de la rue aime créer l'événement, constamment à la recherche de nouvelles formules et de nouvelles recettes. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Depuis 2010, à Nantes, une association, Le Goût des Autres, du nom du film d'Agnès Jaoui, propose ses services de traiteur aux particuliers et aux entreprises en offrant une cuisine à la fois solidaire et cosmopolite. Gilda Mayoud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici en cuisine. Alors, vous prenez une cuisine sans frontières. On est dans ces cuisines avec 10 femmes, 10 cuisinières. D'où viennent ces 10 femmes? Ces femmes, elles viennent d'Ukraine, comme vous pouvez voir sur ma droite. Elles viennent de Russie, du Daghestan, d'Irak, d'Algérie, d'Arménie et de Géorgie. Voilà. On a aussi d'autres cuisinières qui viennent de Corée du Sud, Côte d'Ivoire et puis Albanie. Comment ces femmes sont-elles arrivées au sein de votre structure? Alors, soit elles sont venues sur conseil de leur assistante sociale, ou alors de bouche à oreille, une amie a forcément connaissance de l'association et puis elle les recommande à l'association. Le but, c'est d'intégrer ces femmes via la cuisine, via la gastronomie? Exactement. Le but, c'est l'intégration déjà dans la société qui les accueille et puis pourquoi pas vivre de ce projet intégration plutôt professionnelle. Alors, vous mélangez les cultures, les traditions ici dans vos cuisines. Le but, c'est de montrer que la gastronomie, ce n'est pas seulement l'éveil des papilles, c'est aussi l'un des vecteurs du vivre ensemble, selon vous? Pour nous, la cuisine, c'est exactement un vecteur du vivre ensemble, un vecteur de connaître l'autre, un vecteur de montrer nos cultures, de présenter nos cultures. Voilà ce que c'est pour nous la cuisine au goût des autres. Comment ça se passe avec vos clients? Je le disais, il y a à la fois des particuliers et des entreprises. Vous déjà, Mathieu, vous pouvez être notre client. Voilà, donc on a des clients qui sont des particuliers, des clients entreprises, collectivités, voilà, la région, la mairie de Nantes qui est aussi notre client. Donc tout le monde peut être notre client. Comment ça se passe les premiers contacts? On arrive sur un site de prestation,
on sent des appréhensions, des visages un petit peu fermés qui voient ces femmes étrangères arriver sur le lieu. Et puis, dès qu'ils commencent à goûter nos mets, on commence à voir les visages qui s'ouvrent. Les gens ils viennent plutôt vers nous, ils nous posent des questions sur les mets, sur nos pays, sur nos origines. Donc, vous voyez très bien que la cuisine, elle a beaucoup de pouvoir justement casser les frontières entre les personnes. Ces recettes qui viennent des 4 coins du monde, vous les mélangez, vous les mixez. Pour vous, la cuisine, c'est forcément évolutif ? La cuisine est évolutive, même si nous, on tient vraiment à notre terroir aussi. Chaque cuisinière tient à son terroir, parce que c'est des recettes qu'on a reçues de nos grands-mamans, de nos mamans. Donc, l'authenticité est là. Et puis, on s'amuse aussi à créer des nouveautés au goût des autres, donc à mélanger des saveurs, à mélanger 2 pays dans la même assiette. Justement, à côté de vous, il y a Olena Noubrik. Bonjour Olena. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes ukrainienne. Oui. Vous travaillez au sein de l'association depuis 2011. Oui. Et vous nous avez préparé une assiette avec à la fois un plat ukrainien et un autre plat russe. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 plats ? Alors, ce que j'ai préparé moi, c'est un stratifié de légumes à la base de harengs fumés aussi. Ça contient 3 légumes différents, c'est-à-dire la pomme de terre, la carotte et la betterave avec une petite décoration. Ça vient d'Ukraine, de mon pays. Même ma grand-mère, elle a préparé ça. Ça a suivi ma mère, après c'est moi. Même mes enfants, maintenant, ils savent le goût. Après, il y a un plat, un entrée froide aussi, c'est ma collègue russe, Zubarat, qui a préparé. Ça, c'est, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des carottes ? C'est les carottes râpées, marinées, et il y en a 7 épices, c'est ça, Jida ? Oui, il y en a 7 épices dedans, c'est très bon. Et aussi, il y a fouetté, la fouettée qui s'appelle sloïka. Et il y a du thon dedans, les olives et aussi les herbes. Cette assiette, est-ce que c'est un symbole pour montrer que la paix, ça passe aussi via la gastronomie ? Oui, c'est une assiette qui montre que vraiment on a été toujours ensemble, on a vécu dans la paix toujours. On peut vivre ensemble, on peut manger ensemble, on peut préparer ensemble, comme avant. Quelles sont les ressemblances et les différences entre la cuisine ukrainienne et la cuisine russe ? Ce sont 2 cuisines cousines ? Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment des cuisines, comme vous dites, cousines, parce qu'avant, dans les 15 pays soviétiques, vraiment, on avait beaucoup de recettes en commun. Jida, votre association Le Goût des Autres existe depuis 2010, mais dans les mois qui viennent, vous allez changer de statut. Expliquez-nous. Alors, l'association, à sa création, était justement un projet social, solidaire. L'équipe créatrice, fondatrice nous avait bien informé que si l'association vivait en autosuffisance, c'est-à-dire sans subvention, que si c'est réel, on pouvait justement passer pourquoi pas à une forme autre que associative, c'est-à-dire la SCOP, une coopérative, voilà. Société coopérative ouvrière de production, ce qui signifierait que chaque cuisinière serait associée au sein de la société. Exactement, et ça serait aussi pour nous un accomplissement de notre fraternité au sein de l'équipe. C'est un projet qu'on a commencé il y a 10 ans, comme vous voyez l'équipe, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est là, et donc c'est un peu un aboutissement de cette fraternité, d'aller vers une autre forme d'association. Merci Jida, merci Olena de nous avoir accueillis ici dans vos cuisines. Merci. Une cuisine solidaire et des consommateurs parfois militants. C'est le cas des clients de Scopelli, un supermarché coopératif et participatif installé à Rezé, près de Nantes. Son credo, un recours aux producteurs locaux, aux circuits courts et aux produits de saison. Scopelli comme supermarché coopératif libre. Bienvenue dans cet ancien centre de remise en forme de la zone commerciale à tout sud, à Rezé, à côté de Nantes. Ici, depuis avril 2019, les consommateurs, qui s'appellent entre eux des Scopelliens, peuvent venir faire leurs courses contre une participation de 3 heures par mois au fonctionnement de la coopérative et une adhésion maximum de 50 €, 20 € pour un étudiant et 10 € si on a les minima sociaux. Aujourd'hui, derrière le comptoir, Isabelle fait partie des Scopelliens de la première heure. Alors, moi, je vais prendre du fromage râpé. C'est du local, du bio. C'est pas très cher. Enfin, moi, j'ai fait des comparaisons avec d'autres magasins bio. On est assez compétitif sur plein de produits. On est compétitif. Et puis, il y a l'ambiance scopellienne, quoi. Moi, j'adore venir ici.
Lydie, elle aussi, avant de remplir son caddie, participe, mais elle au poste de comptable. Mettre de l'éthique dans ses achats fait partie de ses motivations de scopélienne. Par contre, sur vos tarifs, on n'avait pas les prix de tous les produits que vous faites. On est devenus des consommateurs actifs et non passifs. On sait ce qu'on achète, on sait pourquoi on le fait, et pour que les fournisseurs soient payés au juste prix, quoi, surtout. C'est ça qui nous motive aussi, hein, parce qu'on voit trop d'agriculteurs qui n'en peuvent plus, quoi, qui gagnent pas leur vie, donc c'est pas normal, avec le boulot qu'ils font. 240 producteurs fournissent plus de 2000 références, du bio quasi exclusivement, pour moitié en provenance de Loire-Atlantique. Malgré cela, le nombre de coopérateurs actifs a récemment fondu, un élan brisé en partie par une tempête interne qui a poussé à un renouvellement des instances anticipées, mais surtout en raison de l'épidémie de Covid qui a modifié les habitudes. Donc actuellement, on tourne chaque mois avec environ 1200 à 1300 personnes qui viennent faire tourner le magasin. Et on a environ 1000 à 1200 personnes dormantes qui ont quitté la structure depuis les 3 ans, même les 5 ans où elle existe, et 3 ans depuis qu'il y a le supermarché physique. Et la difficulté là, c'est effectivement de ramener du monde. Et puis il y a le souci aujourd'hui des transports. On a un coût de transport qui est de plus en plus important. Voilà, merci, au revoir. Une récente journée porte ouverte à Scopelli a remotivé les troupes. Un autre projet vise lui à proposer un second souffle. Bienvenue à Scopilote, le camp d'entraînement de la future ferme des 1000 bras. Ici, on forme au métier d'agriculteur 5 matinées par semaine. Là, je fais des semis. Normalement, c'est 2-3 graines par et donc voilà, j'apprends les gestes, j'apprends vraiment tout en fait, puisque la dernière fois que je suis venue, c'était la construction de la serre. Moi, c'est la 3e fois que je viens. J'ai l'intention de venir plus souvent. Et pour quelle raison? Parce que je m'intéresse à... Je pense me reconvertir dans l'agriculture. Ça, c'est le plan de culture. Est-ce qu'on est à jour dans nos semis? Pas nécessairement adhérents de Scopelli, les futurs 1000 bras, qui sont pour l'instant 150, sont encadrés par Emmanuel, ici à droite. Installé depuis 2016 à Bouguenais, il consacre un quart de son exploitation à cette expérimentation. À ses côtés, Stéphane, futur maraîcher de la ferme des 1000 bras. Comme ici, en fait, il y aura une partie exploitation maraîchère avec 3 maraîchers qui vont travailler. Donc le but, ça sera de produire des légumes, notamment pour Scopelli. Et puis il y aura une partie pour l'association où là, il y aura des bénévoles qui viendront mettre les mains dans la terre. Située à 4 km de là, sur la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu, la future ferme maraîchère et participative des 1000 bras espère effectuer sa première récolte au printemps 2023. Conséquence de la montée en puissance du véganisme, le marché du végétal est en pleine explosion avec notamment cette innovation des lardons à base de soja. Le pari d'une jeune société parisienne épaulée dans son projet par le Vendéen Sodebo. Alors à quoi ressemblent ces lardons sans viande? Réponse avec Christophe Amouriot et Jean-Marc Lallier. C'est une tendance qui monte. De la viande 100% végétale, installée ici au cœur même d'un rayon charcuterie. Cette grande surface d'Angers fait partie des enseignes qui distribuent un tout nouveau produit présenté comme un lardon végétal. L'un des fondateurs de cette nouvelle marque, Nicolas Schweitzer, a fait le pari de miser sur le gras végétal. Une innovation de cette jeune pousse basée à Paris et qui fait fabriquer ses produits en Vendée par Sodebo. En clair, du lardon avec 0 cochon et 7 fois moins de CO2 émis pour sa fabrication. La réduction de l'empreinte carbone, c'est l'un des principaux arguments mis en avant. Le réchauffement climatique, c'est clairement une des clés d'entrée, puisqu'aujourd'hui, la viande représente 18% de nos émissions carbone, entre 15 et 18% en fonction des calculs, ce qui est très significatif. C'est plus que les émissions directes de tous les secteurs du transport confondus. Donc avion, voiture, etc. Et il y a une vraie prise de conscience qu'il va falloir aussi ajuster nos habitudes alimentaires. Dans l'imposant rayon lardon, l'option végétale reste encore modeste, mais de plus en plus de clients franchissent le pas, comme Kylian. Ma femme est végane, j'essaye de m'adapter à son régime de consommation aussi. Et en fin de compte, c'est une alternative qui est très bien parce que je vois vraiment pas de différence gustativement. Et ça me permet de continuer à manger les plats de mon enfance sans pour autant participer à l'abattage des animaux et autres. Donc d'un point de vue conscience, je m'y retrouve. Après le bio, après les produits locaux et ceux vendus en vrac, le nouveau marché tendance est donc celui des produits 100% végétal. Ces produits n'arrêtent pas de croître d'année en année. On a un assortiment qui a complètement explosé. Le nombre des références a quasiment doublé sur les dernières années. On est maintenant à près de 200 références. C'est extrêmement intéressant pour nous parce que ça répond à une partie de nos clients. Passage sur le grill pour nos lardons
à base de soja et donc de gras végétal. Nous avons demandé son avis à une coach en nutrition. Elle est spécialisée dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Pour le goût, première impression, très positive. On passe maintenant au décryptage du produit. Alors je vais regarder surtout la composition. En fait, ce qui est important quand on achète un produit, et surtout dans le végétal, c'est de regarder l'étiquette. Donc je vois là qu'ils sont assez faibles en calories, qu'il y a surtout un bon apport en protéines. C'est ça qui est important en fait, parce qu'on cherche à reconstituer une protéine animale dans la protéine végétale, donc il faut que le taux en protéines soit quasiment similaire, ce qui est le cas. Après, tout ce qui est produit industriel et transformé, il faut quand même en consommer avec parcimonie. Retour à Angers pour découvrir une autre innovation culinaire de la start-up. Du bacon végétal, toujours à base de soja. Benjamin Moxion le propose depuis peu comme source de protéines dans son restaurant à salade. Tu peux choisir ta base, donc quinoa, riz noir, riz vinaigré, faire ta propre compo, donc avec la sélection de crudités, fruits et légumes, et puis après tu peux choisir donc, le bacon végétal en base de protéines. De base, les clients aiment bien, il est très bon, mais c'est que c'est tout nouveau, donc du coup ils n'osent pas le prendre. Avec le temps, je pense que ça va venir. Pas d'envie de bacon végétal ce jour-là, donc chez les clients, mais pour beaucoup, la volonté de réduire sa consommation de viande, elle, est bien là, comme pour Héloïse et Mayline. C'est peut-être une bonne habitude à prendre. Dans les années qui vont suivre, peut-être qu'on n'aura pas assez de ressources comme ça. C'est ce qui se dit, hein, qu'il n'y aura plus de viande. Je goûte le bacon avant tout. On travaille avec beaucoup de restaurateurs. On a des chefs qui nous aident à concevoir des recettes pour des clients restaurateurs qui souhaiteraient incorporer nos produits à leur carte. On va rentrer là dans un restaurant étoilé et je pense que c'est dû au fait que c'est vraiment des produits de nouvelle génération. 5 mois seulement après son démarrage commercial, la petite start-up française voit grand pour sa viande végétale. Elle vise à court terme un développement à l'échelle européenne. Bonjour Eric Guérin. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes devant votre mare aux oiseaux. C'est le nom de votre restaurant étoilé. On est en pleine Brière, au cœur des Marais. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas originaire de Brière, mais en quoi les lieux vous inspirent au quotidien pour votre cuisine? C'est des lieux qui m'ont inspiré avant même que je vienne ici pour cuisiner, puisque j'ai découvert la Brière, j'avais 16 ans. C'est vraiment mon amour pour les oiseaux, pour les territoires nature qui m'ont fait venir jusqu'ici, tellement bien que j'ai fini par y poser vraiment ma vie d'homme et à la construire autour de cette mare aux oiseaux qui est partie d'une petite chaumière et qui aujourd'hui a grandi pour devenir une belle et forte maison dans laquelle on raconte plein de belles histoires. Quels sont les produits traditionnels de la Brière que vous adorez cuisiner? Alors, si je dois en choisir un comme ça, je vais dire la tourbe. Pourquoi? Parce que la tourbe, c'est des milliers d'années, c'est l'histoire de la Brière et ça me ramène toujours à une chose, c'est que je suis un tout petit passeur et que je suis là pour apporter quelque chose. Donc quand je cuisine avec la tourbe ou quand je donne par exemple un couteau en morta dans les mains à quelqu'un, j'ai l'impression de lui transmettre vraiment une histoire. Ça fait près de 40 ans que vous êtes dans la restauration. Comment est-ce que cette gastronomie ligérienne, cette gastronomie des Pays de la Loire, vous l'avez vue évoluer au fil des années? Alors pour moi, ce qui a évolué, c'est vraiment le côté producteur. C'est-à-dire qu'au début, j'avais du mal à trouver des producteurs et des gens qui faisaient du bon autour de chez moi. Il fallait que j'aille chercher plus loin. Et plus ça va, plus aujourd'hui, je m'enrichis de cette relation avec des producteurs tout autour de la Brière sur la presqu'île guérandaise. 95% de produits locaux dans votre restaurant, c'est ça? Oui, c'est ça, entre 98% et 95%. Même plus. Cette dimension humaine, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cet échange avec les producteurs notamment. Moi, j'ai mis vraiment l'humain au centre de toute mon histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de développer quelque chose de vrai. Et que ce soit avec les gars en cuisine,
où on a cette relation qui est assez facile, mais aussi en salle, où je fais de mes serveurs des compteurs. Marius, vous en êtes où pour ce soir là? Il nous reste quelques verres à eau à poser sur table et puis on sera en place, chef, ce soir. Ouais? Bon, bah super. Je vous laisse terminer, puis après on fait un petit point ensemble. Très bien, chef. À tout à l'heure. Alors la gastronomie pour vous, c'est de l'histoire, ça on l'aura compris. C'est bien sûr le plaisir des papilles, mais c'est aussi du théâtre. Expliquez-moi. Ah oui, bah ça aussi le théâtre. C'est-à-dire que voilà, moi je suis parti du principe aujourd'hui, on cherche du monde en salle. Pourquoi on cherche du monde en salle? Parce que les cuisiniers ont un peu pris toute la place. Et du coup, je veux remettre les serveurs aussi au centre de l'histoire. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la gastronomie, c'est le lieu, c'est l'accueil, c'est tout ce qu'on va y apporter. Et je pense qu'en salle, on a beaucoup de choses à faire. Donc je leur fais faire du théâtre, 3 heures par mois pour s'exprimer, apprendre à se respecter, à mieux se positionner et surtout raconter encore une fois de belles histoires à mes clients. Qui sont vos clients justement? C'est plutôt une clientèle locale ou étrangère ou d'autres régions françaises? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir des Brillérons autour de la table parce que ce sont mes voisins directs et ça a été difficile de les avoir. Et après, je pars en escargot comme ça jusqu'au bout du monde. Donc il y a des clients qui viennent de partout et on les reçoit tous avec une grande humilité parce que chaque personne qui vient ici prend sa voiture et fait des kilomètres pour venir nous rejoindre. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui serait en train de nous regarder et qui aurait envie plus tard de devenir chef, de devenir restaurateur? Quel conseil vous auriez à lui donner? Alors le conseil, c'est que c'est un très beau métier, pas du tout un métier dur comme on peut l'entendre. C'est un métier d'engagement, mais c'est un métier de vie. C'est-à-dire que quand on s'engage dans ce métier-là, toute notre vie va tourner autour. Et donc c'est important parce que chaque personne qui rentre dans notre entourage, en fait, va nous apporter quelque chose et en même temps, on doit nous lui apporter quelque chose. Et c'est cet échange et ce partage, en fait, qui va diriger un petit peu toute notre vie et diriger notre vie, que ce soit de chef, de serveur, de directeur d'hôtel. En fait, il faut toujours aimer les autres. Et je crois que l'amour, c'est l'ingrédient magique de notre métier. La gastronomie, c'est pas seulement un métier, c'est une philosophie de vie pour vous? Pour moi, la gastronomie, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que j'ai été formé à Paris, dans des grandes maisons parisiennes. Je n'avais aucune idée de ce qu'allait être mon lendemain. Un jour, je suis venu en Brière. En quelques coups de baguette magique, je me suis retrouvé propriétaire ici. J'aurais pu me casser la figure 20 fois. Aujourd'hui, je suis un chef heureux avec une équipe de 50 jeunes heureux de vivre ici tous ensemble et d'apporter du bonheur. Dans la région, gastronomie rime forcément avec vignoble, coteaux du Lion, fief vendéen ou encore muscadet, des crus et des cépages promus par le meilleur sommelier de France, Adrien Lavorel, 28 ans seulement. Le sommelier du restaurant étoilé Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique. Rencontre et dégustation, signé Marion Neumann. Notre histoire commence ici tout naturellement au milieu des vignes. Nous sommes au Clos de la Butte qui produit du muscadet côte de Grandlieu. C'est l'un des domaines où Adrien Lavorel, qui a été désigné meilleur sommelier de France par ses pairs, vient s'approvisionner et on va partir tout de suite à sa rencontre. Là, on a planté des pinots et des chardons, tu vois, sur les mêmes terroirs. Si on veut comprendre ce que fait un vigneron, il faut absolument aller voir ce qui se passe dans les vignes. Alors on discute, on parlait un peu de label et autres, mais comme dit Eric, c'est vrai que chaque fois qu'on est venu, Eric, il n'y a pas de désherbant, pas de produits chimiques, c'est carré. Si vous voulez comprendre et bien acheter, j'ai envie de dire, et surtout avoir le ressenti du millésime ou de la cuvée, il faut les goûter. C'est percutant, il y a de la fraîcheur, on va chercher une jolie trame acidulée. Il y a déjà des beaux amers. Ah, c'est fin. C'est quoi l'intérêt de goûter un vin avant qu'il ne soit mis en bouteille? Il y a beaucoup de choses qui font le millésime. Et nous, ce qui est génial, là, c'est qu'on goûte le résultat de l'année écoulée. Donc, s'il y a eu, en l'occurrence, un épisode de gel, un printemps un peu pluvieux, un été entre deux, ben voilà, on se ressent. On n'est pas sur un vin qui est opulent, c'est un vin qui reste frais et digeste.
J'écris pas bien, c'est pas forcément qualitatif. Le pinot, le nom de la parcelle, ça s'écrit... Les Hauts-Cormiers. Les Hauts-Cormiers. On est heureux d'avoir quand même Adrien dans la région. Et puis il a toujours joué le jeu sur les vins régionaux, les vins de la localité. Donc on est content, c'est bien. Après les vignes, nous voici en bord de mer, à la Plaine-sur-Mer plus exactement, devant le restaurant Anne de Bretagne, 2 étoiles au Michelin. C'est ici que travaille Adrien, on va le retrouver. La cave donc d'Anne de Bretagne, ici donc cave centrale où en fait on va avoir toutes les références qui sont sur carte stockées dans des casiers. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ah, c'est complètement la caverne d'Ali Baba ici. On a Anne de Bretagne, on a fait notre inventaire il y a 15 jours, c'est toujours des moments assez intenses. C'est 14 000 bouteilles en cave, 1500 références. Quel est le prix de la bouteille la plus chère? Je pense qu'on est à 2500 €, ce qui reste une somme très très élevée, mais on se retrouve dans des établissements à des prix parfois qui peuvent monter jusqu'à 10 000, 12 000 €. Table 2, 4 personnes, c'est un bon cadeau pour des menus alchimie en 4 services, toutes boissons. Table 8, 5 personnes. C'est un peu le début du rush. Là on a encore 15 bonnes minutes de calme et après c'est parti. Et ici vous allez donc... Je vais vous ouvrir votre choix Savonnière Roche-aux-Moines. On échange, on discute, ça permet de trouver le meilleur vin que le client a envie et en accord avec la cuisine du chef. Donc c'est vrai que c'est pour nous très important d'avoir ce retour-là sur la discussion. Tout est passionnant. Le vin c'est une histoire et on transmet des histoires et je pense que j'ai toujours été attaché à ça aussi. C'est bien ce Savonnière que je connais, c'est bien. Génial. Oui, oui, merci. Avec plaisir. Oui, merci. Il y a une bouteille ouverte d'hier soir après le service, à 23h30 minuit, et les autres sont ouvertes de ce matin. Il est extrêmement précieux dans la qualité de son service, une aération quand il le faut, une température adéquate, etc. Et puis, effectivement aussi, le plus, c'est les accords maison. Là, il est extrêmement brillant. Et ça, tu veux mettre ça sur quoi, du coup? Plutôt sur le bar. Le bar avec le fait qu'il soit rôti, le jeu sur le sous-bois avec le cèpe, la trame crémeuse du sabayon. Être désigné meilleur sommelier de France, seulement 28 ans. Qu'est-ce qu'il a de plus, Adrien? Sa prise de risque et son investissement de tous les jours. Même si des fois c'est sûrement plus dur que d'autres, mais jamais perdre le fait que le travail paie toujours. C'est ce que je lui ai dit quand on s'est vu, quand il a eu le prix. Santé. Adrien, avant de se quitter, est-ce que vous auriez une petite astuce, un petit conseil pour tous nos amateurs de vin? Eh bien oui Marion, j'invite à chaque fois qu'on parle d'une bouteille à retourner la bouteille, lire le vigneron, puisque c'est vraiment ce qui compte, tout en bas généralement le producteur, pour avoir le meilleur vin et de la justesse de celui-ci. Et après, on n'a plus à trinquer. À trinquer. Merci. Merci à vous tous. Consommer tout en réduisant son empreinte carbone. La philosophie des locavores, parmi eux, de plus en plus de restaurateurs dans les assiettes de leurs clients. Un voyage culinaire avec des produits 100% Pays de la Loire, dont les algues, bien sûr, littoral oblige, mais aussi l'or rouge, le très précieux safran. Quelques fleurs précieuses dont le pistil renferme des saveurs insoupçonnées. Des algues dans lesquelles vous vous êtes sûrement déjà baigné, mais que vous n'avez jamais pensé à consommer. Aujourd'hui, produire local, c'est tendance. Jean-Marie Pédron l'a bien compris, il y a 10 ans, il s'est installé au Croisic. Ici, il cueille des algues toute l'année et les conserve dans ses grands bassins d'eau salée avant de les commercialiser. Sans le savoir, vous consommez des algues au travers de différents aliments. Il y en a dans le dentifrice, il y en a dans les crèmes dessert, il y en a partout, mais sous forme de poudre. Alors que là, la nouveauté, c'est qu'on peut les consommer directement. Celle-ci, on peut la sortir de l'eau, on peut l'émincer, et puis on va l'ajouter dans une salade, et vous en avez tout de suite le bénéfice. Au total, Jean-Marie et son équipe cueillent moins de 10 tonnes d'algues par an. Il choisit une quinzaine de variétés sur les 700 espèces présentes sur le littoral. Alors là, ce que je vous montre, c'est de la laitue de mer. Donc elle est très intéressante parce que vous voyez, on peut envelopper par exemple un filet de poisson, une viande. Voilà, des petits filaments verts. Alors là, au nori séché, comme d'ailleurs beaucoup d'algues, il développe une palette aromatique incroyable. Manger cette algue, c'est comme manger des poivrons ou des tomates en été. C'est la dulce, qui a un petit goût intermédiaire entre la palourde et le bigorneau. Ça, c'est la laminaire digitée.
Alors elle est très intéressante parce qu'une fois séchée, on va pouvoir l'infuser et faire ce qu'on appelle les dashi japonais, les fameux bouillons. Toutes ne sont pas comestibles. Par contre, aucune n'est vraiment dangereuse. Il n'y a pas de toxicité chez les macroalgues, alors qu'il y en a une sur les microalgues et une autre sur les plantes sauvages, vous voyez. Crues, séchées, en accompagnement ou en condiment, les algues sont une nouvelle source d'inspiration pour les clients de Jean-Marie, principalement des chefs de restaurants gastronomiques. Un peu plus loin, dans les terres, c'est un autre produit local que Sabrina Clavier vient livrer au chef de ce restaurant. Ça va bien? Oui, oui. Entre ses mains, de l'or rouge. La France produit moins de 100 kg de safran par an, alors une livraison de 10 grammes comme aujourd'hui est extrêmement précieuse. C'est précieux aussi par sa qualité en fait qui est concentrée, puisque c'est très puissant et qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire un plat, que ça soit sucré ou salé. Sur 1 gramme, on fait l'équivalent de 152 assiettes de dessert, ou 70 assiettes de salé. Je le fais infuser, parce que je le mets 24 à 48 heures avant, pour qu'il développe tous ses arômes dans le liquide ou la préparation que je vais utiliser pour mes recettes en fait. Aujourd'hui, c'est un plat salé que le safran a inspiré au chef, une bouillabaisse revisitée. Au-delà de sa couleur jaune caractéristique, le safran va donner au plat des notes florales et du caractère. C'est les effluves de safran qui vont anoblir cette soupe. On va venir mouiller ma plaque à rôtir avec un fumet infusé au safran. Souvent, c'est un fumet que j'infuse avec tous les restes de safran en fait, que je garde, que je ne jette jamais, pour réutiliser et amener encore un goût supplémentaire de safran à ma soupe. Résultat, une bouillabaisse 100% locale et originale, à la sauce gastronomique, avec un safran utilisé jusqu'au bout du goût. Bonjour Michel Aubinet. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici. On est dans le parc de l'École supérieure d'agriculture dont vous êtes le président. Vous êtes également le président du campus de la gastronomie d'Angers. Une question peut-être un petit peu naïve. Le terme de gastronomie, qu'est-ce que ça englobe à vos yeux? La gastronomie, c'est l'art de faire bonne chère au sens qualitatif et équilibré de l'alimentation. C'est-à-dire l'art de choisir et sublimer des produits, l'art de les cuisiner et l'art de les déguster. Donc la gastronomie, si je résume, c'est bon pour les papilles, mais aussi pour la santé? La gastronomie, c'est bon pour les papilles, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les différents acteurs d'un territoire qui sont valorisés au travers de cette gastronomie, de la fourche à la fourchette et de la parcelle à la papille. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté la gastronomie? Nous pensions qu'il y aurait une révolution en fait, au niveau du système alimentaire français et puis même mondial. Le fameux monde d'après. Le monde d'après, où il y aurait plus d'appro local, où on ferait beaucoup moins d'importations, où nos producteurs seraient mieux rémunérés parce que c'est un travail très très difficile. Et tout ça a été complètement... Ça a été une chimère. Est déjà complètement, aujourd'hui, passé sous silence. On entend beaucoup moins parler. Néanmoins, on a assisté à une explosion à 3 niveaux. Explosion sur la commande en ligne. On est à plus 27% en 2021, par exemple, par rapport à 2020, de commandes en ligne. Explosion sur la livraison à domicile. On est à plus 20% par an et la croissance se poursuit. Et explosion sur ce qu'on appelle les dark kitchens, c'est-à-dire des cuisines sans salle de restauration. Et donc, on a assisté pendant cette période à cette croissance, mais phénoménale. C'est vraiment un bouleversement qui touche tant la restauration haut de gamme, parce qu'on a même de la restauration de haut de gamme qui est livrée à domicile, que l'alimentation en général, puisque cette digitalisation touche l'ensemble de l'alimentation. Pour le reste, on est sur des tendances qui existaient avant le Covid et qui se poursuivent, voilà, mais pas avec la révolution qu'on imaginait. Là, vous évoquez le locavorisme, le véganisme. Effectivement, par exemple, l'appro local
était une tendance qui existait avant le Covid. On avait des producteurs qui mettaient en marché directement au travers de réseaux comme Bienvenue à la ferme. On avait les AMAP, on avait La Ruche qui dit oui. On a eu pendant le Covid ou même un petit peu avant des startups qui mettent en contact les producteurs et des restaurateurs. On a les collectivités qui développent aussi cette mise en contact avec la restauration collective. Donc la pro locale reste une tendance réelle, mais la croissance n'est pas forte aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a pas eu d'explosion. Voilà. Michel Aubinet, dernière question. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les gens, de manière générale, mangent mieux, mangent plus sainement qu'avant la crise sanitaire ou pas du tout? On manque un peu de recul, mais moi, ma conviction, c'est que ça n'a pas changé fondamentalement les pratiques, compte tenu des modes de vie et des choix que les consommateurs font sur la part qu'ils réservent à l'alimentation. C'est vrai que les gens sont plus chez eux, plus en télétravail, mais en même temps, on voit qu'il y a explosion de la livraison à domicile. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une croissance importante et un changement de pratique. Les produits ultra transformés sont toujours bien présents. Et les produits ultra transformés sont toujours bien présents. Et c'est vrai qu'on voit que les jeunes consomment 46% de produits ultra transformés pour les moins de 18 ans. Donc, on voit que les personnes sont sensibles à l'alimentation sensée. Ton alimentation est ta première médecine, nous disait Hippocrate. La fameuse alimentation santé. Voilà, les consommateurs sont sensibles à ça, connaissent l'importance de l'alimentation par rapport à la santé. Le gros problème, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette consommation de produits, à la consommation des produits. Donc c'est un problème de sensibilisation et d'information. Merci beaucoup, Michel Aubinet. C'est un phénomène, lui, en plein boom, la cuisine 2.0, ou quand des amateurs partagent leurs recettes sur des réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Une mise en ligne vitale pour les restaurateurs lors des confinements, mais qui a aussi permis à des amateurs de sauter le pas devant le succès en ouvrant leur propre établissement. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écume Gourmand. Aujourd'hui, on va réaliser une nouvelle recette. Ambiance atypique dans la cuisine de Sébastien. Pendant que son équipe prépare le repas du midi, le chef enregistre sa recette qu'il publiera ensuite sur les réseaux sociaux. Une communication adoptée depuis le premier confinement qui porte ses fruits. Je vais ajouter donc mes cubes d'asperges. Les clients d'avant sont revenus et le nombre de partages en fait a fait qu'on a eu une grosse nouvelle clientèle. Contrairement à ce que je pensais que ça allait atteindre une clientèle de plus jeunes. Maintenant, il y a de tous les âges sur les réseaux sociaux et vraiment c'est de la grand-mère qui a partagé parce qu'elle venait manger chez nous. Et ensuite, on a les petits-enfants qui sont venus et ça a peut-être élargi encore notre clientèle. Publier sur les réseaux, c'est aussi une façon pour Sébastien de créer un lien nouveau avec ses clients. Ça nous a donné beaucoup plus de visibilité. On l'a directement en image, le nombre d'abonnés qu'on peut avoir, le nombre de gens qui nous suivent très régulièrement, les commentaires. Donc même certaines fois des petites idées. Les gens nous donnent des petites idées, ce qu'ils aimeraient manger ou ce qu'ils ont eux pu faire avec tel produit. Pour Mathieu, ambassadeur de la plateforme culinaire Cooking University, qui enregistre les vidéos chez les restaurateurs, l'enjeu est de promouvoir le bien manger et le manger local. Maintenant que la vie active a repris, on a choisi de faire des formats courts de 30 minutes pour répondre à cette demande et dire malgré votre travail, malgré vos occupations, malgré vos loisirs, vous pouvez quand même continuer à vous faire plaisir en cuisinant rapidement et localement. Salut tout le monde, c'est Morgane de 6 à table et comme promis, aujourd'hui une petite vidéo avec mon petit chaton d'amour, JJ. Les réseaux sociaux peuvent aussi faire naître des vocations. Morgane publiait ses recettes maison tous les jours avant d'être approchée par des communes vendéennes pour reprendre un restaurant. Elle s'est lancée avec son compagnon en janvier dernier. Les réseaux sociaux m'ont énormément aidée. J'ai pu obtenir des contacts avec Cooking University, par exemple, qui s'occupe d'événements en Vendée, où j'ai fait des animations culinaires en tant que chef, alors que je n'avais pas encore mon restaurant. Donc, ce qui fait que les gens me connaissaient déjà en tant que chef. Donc après, ça a été un vrai propulseur et ça a été encore plus facile pour moi d'obtenir un restaurant. Et j'avais déjà une crédibilité, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Ça a été vraiment un booster phénoménal. Et ça continue à l'être à l'heure actuelle. Par contre, je vais juste rajouter les photos d'aujourd'hui sur Google, ce serait bien. Je rajoute parce que... Facebook, Instagram, Google Business,
Autant de réseaux sociaux investis par ces restaurateurs 2.0, ambassadeurs numériques du bien manger. Cette boucherie charcuterie, c'est celle de Corinne et Jérôme Doineau. Alors dans leur établissement, pas de cuisine du monde, mais une spécialité angevine, la gouline, un plat traditionnel en apparence seulement. Bonjour Corinne, bonjour Jérôme. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Cette gouline, la voilà? C'est celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot gouline? Alors la gouline, c'est ce qui représentait le visage des enfants, des bambins étant jeunes, en patois angevin. C'est la goutte fine. Donc du patois angevin traditionnel et à l'intérieur des produits angevins traditionnels eux aussi? 100% de l'Anjou. Vous allez montrer comment vous la fabriquez? Avec plaisir. Jérôme, on se trouve dans votre laboratoire. Expliquez-nous les coulisses de la fabrication de cette gouline. Alors, la fabrication de la gouline, elle est constituée d'une pâte brisée pur beurre, de champignons et puis d'échalotes confites au layon. Après, nous mettrons une couche de Rio froid émincé. Rio, spécialité angevine. D'Anjou, voilà. Après, nous allons ajouter une crème à base de moutarde et d'œufs. Après, nous allons fermer la tourte. Nous allons la cuire à peu près une bonne demi-heure au four, 180-200 degrés. Et après, nous rajouterons par-dessus une crème avec du layon réduite, à laquelle on va ajouter de la tôme dedans, en petits cubes, et qu'on rajoutera en pré-cuisson dans une petite fontaine. Cette gouline, Jérôme, elle a quasiment toutes les apparences d'un plat ancestral sorti tout droit du Moyen-Âge. Pourtant, pas du tout. Elle a vu le jour en 2017. Dans quel contexte? Alors, dans le contexte, ça a été voté dans le journal local. 3 propositions ont été faites. Donc, le cul de veau à l'angevine qu'on connaissait et le poulet à l'angevine. Plus la 3e proposition qui était la tourte angevine. Les électeurs ont voté la tourte angevine. Donc ce sont les lecteurs qui ont voté pour créer le plat? Oui, c'est eux qui ont décidé que ça représenterait l'Anjou, le plat qui représenterait l'Anjou, la tourte. Il y avait un besoin de donner une identité gastronomique à l'Anjou? Oui, il y en avait un peu besoin, parce que c'est vrai que nous, notre spécialité, c'est vraiment que le Rio d'Anjou, qui est bien connu. Mais on n'avait pas de produits préparés, proprement dit, on va dire, plus fins que le Rio. Donc ils ont constitué cette tourte pour donner le produit, le phare de l'Anjou, quoi, pour remplacer un peu le Rio, entre guillemets. Il y avait déjà un patrimoine culinaire en Anjou, mais vous l'avez revisité en quelque sorte? Revisité, et après, comme on disait, avec un petit peu le produit rustique, le côté rustique de la tourte. Vous avez joué à fond la carte produit du terroir. Les Français y sont très attachés. C'était une évidence pour vous? Une évidence, et puis je pense que c'est très bien rester aussi dans les terroirs, faire connaître chaque région de France. C'est important aussi. Qui vient vous acheter des goulines? Ce sont des locaux ou des touristes de passage dans la région? On a les deux. On a beaucoup de locaux quand même, et l'été, beaucoup de passages de touristes qui font les bords de Loire d'ailleurs. Donc on en vend autant, on va dire, localement qu'extérieurement. C'est devenu le porte-étendard culinaire de l'Anjou, cette gouline? Oui, je pense que c'est vraiment le produit qui nous représente. Après, dire que c'est le Rio, je pense qu'il reste comme devant, parce que la base, c'est comme le Rio, notre produit à nous, c'est le Rio. Après, la tourte vient, mais la tourte prend son envol aussi, quoi. On en vend de plus en plus, et ça se développe de plus en plus, quoi. Qui vend des goulines aujourd'hui en Anjou? Alors en Anjou, des cuisiniers en font en part individuelle pour la restauration rapide. Après, c'est souvent les charcutiers aussi. Charcutiers, les grandes surfaces se mettent à en faire. Voilà. On en trouve dans les restaurants également? Oui, les restaurants en font individuellement maintenant, oui. Jérôme, pour le futur de cette gouline, est-ce qu'un jour vous souhaiteriez qu'elle ait un label ou une indication géographique protégée? Alors oui, ce serait avec plaisir, et puis je pense que ce serait normal de le faire, puisque déjà on a le Rio d'Anjou, mais qui n'a pas d'IGP déjà. Donc ça serait bien de commencer au moins par le Rio, et après voir pour la tourte, mais au moins sur la base du Rio, quoi. Ce serait une manière de la pérenniser et de la sacraliser en quelque sorte, cette gouline? Oui, ça serait très très bien, et puis ça nous permettrait aussi d'avoir vraiment une IGP de notre région, ce qu'on n'a pas forcément, quoi. Est-ce que lorsqu'on est gastronome, on est forcément un peu chauvin? Sur les Rios, oui. Puisqu'il y a la composition des Rios d'Anjou, et il y a aussi le Rion de Touraine. Donc ils ne sont pas... Alors les Touraine vont nous dire la même chose, mais nous, notre Rio d'Anjou, pour nous, c'est notre produit phare, et pour nous, est meilleur que le Rion, mais... C'est assumé. C'est assumé. Merci Jérôme. Merci. Et on va continuer à parler terroir avec des produits traditionnels, eux aussi revisités. En Sarthe, un restaurateur a élaboré une toute nouvelle recette gastronomique baptisée les 7 merveilles de Sarthe, une création originale autour d'un incontournable, la poule noire du Mans. Les 7 merveilles de Sarthe, désormais à la carte de ce grand restaurant. Maxime Thomas
est l'un des 8 chefs cuisiniers à avoir imaginé ce plat d'hiver il y a presque 2 ans. On a commencé à travailler sur cette idée au mois de février, me semble, pendant la période de confinement et la fermeture des restaurants. Donc ça nous a permis de vraiment nous pencher sur cette recette tous ensemble pour avoir la recette finale au mois de juillet. Alors il y a 7 ingrédients dans cette recette. Il y a la poule noire du Mans, la rillette du Mans, le topinambour, les échalotes, le cresson, le sarrasin dans le biscuit et ensuite le janière. Sans oublier le refrain, un fromage local, comme tous les ingrédients de cette nouvelle recette. On retrouve ce côté terroir qui est très important en Sarthe, et puis bien sûr généreuse aussi. 2 plats servis séparément, le premier le saucisson fumé avec le consommé et le second avec le suprême de volaille farci aux rillettes, accompagné d'une purée de topinambour et d'un risotto de sarrasin. Une nouvelle recette traditionnelle qu'il va falloir faire découvrir. Faire valoir ce patrimoine aux touristes ou français ou étrangers de toute façon. Et c'est ce qui va se passer quand on a des gens qui viendront de l'extérieur manger et découvrir cette spécialité dans les restaurants justement. Gastronomique, les 7 merveilles de Sarthe pourraient devenir la spécialité culinaire la plus emblématique du département. C'est la fin de cette émission. On quitte la grande table des Pays de la Loire. Merci à vous de nous y avoir accompagnés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de région.